Bonjour à Bonjour. tous. On remercie Artrex qui nous a sollicité, qui nous fait confiance pour cette première, pour ce webinaire sur le PRP. Donc, je suis le docteur Sami Jabelkir, mon collègue le docteur Douglas Lévy-Bio. Nous sommes médecins du sport. On travaille ensemble à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Donc, le PRP, on le pratique depuis maintenant bientôt 3 ans avec le dispositif Artrex. On discutera un peu de notre choix. On vous expliquera pourquoi on est parti sur ce dispositif. Donc, ça fait bientôt 3 ans qu'on fait. On en a fait plusieurs centaines chacun. Donc, on commence à avoir une bonne petite expérience et un recul suffisant pour nous faire un petit peu notre propre idée sur le PRP. Les indications, les résultats, on en parlera. Donc, pour commencer, un petit rappel de définition pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le PRP veut dire plasma riche en plaquettes. C'est obtenu à partir de sang autologue, c'est-à-dire c'est à partir du sang du patient, avec une simple prise de sang que l'on peut faire au cabinet. Ça nous permet, après centrifugation, d'obtenir un concentré plaquettaire. Cette concentration de plaquettes a un rôle important, on en discutera également, puisque maintenant ça commence à être bien connu. Le mode d'action du PRP, donc les plaquettes vont libérer des protéines de l'inflammation et des facteurs de croissance. Ces éléments vont favoriser la prolifération cellulaire, l'angiogenèse et le remodelage tissulaire. Et tout ça va stimuler la cicatrisation tissulaire. Pour le cartilage, puisque c'est le thème de ce soir, nous n'aurons pas une cicatrisation complète. Comme vous le savez, on ne sait pas encore refaire le cartilage à 100%, mais on a une régénération partielle, ce qui explique les très bons résultats du PRP sur les atteintes du cartilage. Donc le délai d'action est lent en ce qui concerne le PRP, puisqu'on a toute une cascade biologique qui prend du temps. Donc ça met plusieurs semaines avant d'avoir le bénéfice de l'injection. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer à vos patients que l'effet est lent. En général, d'après ce que je constate, il faut bien environ 1 mois pour ressentir un début d'amélioration au niveau des activités de la vie quotidienne, et que la nette amélioration se fait plutôt ressentir vers les 2 mois minimum, voire 3 chez certains patients. Donc, il faut vraiment leur expliquer qu'il faut être patient et pas s'étonner si au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas d'amélioration. Ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que c'est en cours d'effet, on va dire. Donc l'obtention du PRP, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est une prise de sang qui peut être faite par le médecin ou par un infirmier. Donc c'est une prise de sang classique avec la seringue, la double seringue Artrex. Donc le prélèvement, c'est entre 10 et 15 millilitres. Une fois qu'on a fait ce prélèvement, on met le prélèvement dans la centrifugeuse. La centrifugeuse est programmée, donc ça va tourner 5 minutes. Donc il y a plusieurs nacelles, on peut faire des doubles injections. Donc si vous avez des genoux, injecter 2 genoux, on peut centrifuger en même temps. Donc il y a toujours un contrepoids à mettre en face de la seringue qui va nous donner le PRP. Donc au bout de 5 minutes, on a le sang qui est en bas, les plaquettes qui sont en haut, et avec la double seringue, on va récupérer les plaquettes qu'on aura dans c'est ce prélèvement jaunâtre qu'on va récupérer, et on aura donc une seringue indépendante qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser notre injection. Le tube de sang, là, ça, on n'en a pas besoin, et donc il n'y a pas de manipulation et de prélèvements différents avec des seringues différentes. C'est l'avantage d'Artrex, c'est qu'il n'y a aucune manipulation de produit, c'est une double seringue, il y a juste à tirer la deuxième seringue pour récupérer le plasma. Une fois qu'on a eu notre plasma et nos plaquettes, donc on fait l'injection. Donc là, le topo de ce soir, c'est l'injection intra-articulaire. Donc en intra-articulaire, bon, ce qu'on fait le plus souvent, c'est le genou. Il faut savoir que pour le genou, il n'y a pas forcément besoin de le faire sous échographie. Si on a une échographie, c'est bien de vérifier qu'il n'y ait pas un épanchement, parce que s'il y a un épanchement, il faut essayer de retirer le liquide de synovie avant de réaliser le PRP. Pour toutes les autres articulations, hanches, épaules, genoux, chevilles, c'est très fortement conseillé de le faire sous échographie. Pour l'intratendineux, bon, ce n'est pas le topo de ce soir, mais l'injection doit être faite que sous échographie. On ne fait pas d'injection sans échographie.
Voilà. Donc, il existe différents types de PRP. Tout d'abord, concernant la concentration plaquettaire, je l'ai un petit peu évoqué. Maintenant, il est reconnu que cette concentration plaquettaire doit être inférieure à 5 fois le taux de base pour avoir une efficacité optimale du PRP. Il y a différentes études, et notamment celle-ci, qui montre bien ce critère qui est important, qui est maintenant reconnu. Concernant les globules blancs, on a deux types de PRP. Les LP-PRP qui contiennent peu de globules blancs, comme le dispositif Artrex, et le LR-PRP, où on a une quantité plus importante de globules blancs. Là, encore une fois, ça commence à être bien reconnu par la majorité des médecins du sport et ceux qui utilisent le PRP. On a plutôt tendance à dire que les globules blancs seraient délétères pour l'efficacité du PRP. C'est une des raisons pour lesquelles on est parti sur Artrex, on en reparlera. Mais il existe d'autres systèmes qui disposent de taux plus importants de globules blancs. Donc voilà, après, c'est à chacun de se faire sa propre idée, même si au niveau de la littérature, ça commence à être bien reconnu. Enfin, les globules rouges, là, tout le monde est d'accord. On considère qu'il faut une faible concentration de globules rouges, et surtout en intra-articulaire, puisqu'on sait bien que les globules rouges ont un effet délétère sur le cartilage et tout ce qui est intra-articulaire. Donc là, c'est pour vous résumer un petit peu ce que l'on a dit en termes de concentration et de méthode, comme Douglas vous l'a dit. Donc vous voyez les différentes étapes du dispositif Artrex. Donc, suite au prélèvement, on a notre double seringue avec le sang total. On est entre 10 et 15 millilitres, souvent vers 13-14. On centrifuge, ça nous permet d'avoir donc ces deux parties au niveau de la double seringue. La partie haute, le surnageant, qui comprend le plasma avec les plaquettes et peu de globules blancs. Et la partie basse foncée, les globules rouges et les globules blancs. Et enfin, grâce au système de double seringue, comme il vous l'a dit, ça nous permet de récupérer uniquement le PRP, les plaquettes, visuellement, puisque vous voyez que la couleur elle est très distincte, donc c'est assez facile de s'arrêter au niveau de la jonction entre ces deux parties. En général, c'est vrai qu'on laisse 1 mm visuellement de sécurité pour essayer de ne pas prendre trop de globules blancs. En termes de concentration, là, ça concerne le dispositif Artrex. On est en termes de plaquettes à 2-3 fois la concentration de base des plaquettes. Donc, on est dans ce qui est recommandé. En termes de globules blancs, comme vous voyez, il y a au moins 80% des globules blancs qui sont éliminés. Donc, on a un taux qui est pauvre. Donc, là aussi, c'est plutôt ce qui est reconnu aujourd'hui. Donc, nous, effectivement, on est parti sur le dispositif Artrex pour ces raisons-là, c'est-à-dire des concentrations plaquettaires qui sont bonnes, inférieures à 5, un faible taux de globules blancs, même si quand on a commencé il y a 3 ans, c'était encore un petit peu plus débattu. L'histoire de la double seringue nous a plu dans la mesure où tout est en stérile, donc il n'y a aucun risque de contamination. Une fois qu'on a recueilli notre deuxième seringue avec le PRP, on n'a plus qu'à connecter notre aiguille stérile avant l'injection. On n'a pas de manipulation avec un prélèvement à effectuer sur le premier tube comme certains dispositifs. Donc, ce qui fait que c'est sûr, stérile et aussi pratique. C'est vrai que c'est assez rapide. Donc, une fois qu'on maîtrise le geste au bout de quelques injections, ça se fait assez rapidement. L'autre intérêt de la technique pour nous, c'est que dans ce dispositif-là, il n'y a aucun ajout de médicaments. D'autres dispositifs utilisent des anticoagulants, par exemple. Moi, je considérais que c'était important de ne rien mélanger dans la mesure où il y a moins de risques, tout ce qui est hématome, par exemple, pour les anticoagulants. Il y a moins de risques d'interaction avec des médicaments éventuels que les patients prennent. Et c'est 100% naturel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît aux patients de plus en plus. Donc, pour nous, c'était un argument de plus. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne regrette pas de notre choix en tout cas. Alors, les indications du PRP, donc ce soir c'est sur la chondropathie et les indications intra-articulaires. Donc, l'indication majeure, c'est l'arthrose. Jusqu'à quelques années, c'était en seconde intention après la viscosupplémentation. Et puis, depuis le déremboursement de la viscosupplémentation, le PRP vient en première intention. Alors, pour plusieurs raisons, hein, l'efficacité, les PRP, il y a de nombreuses études qui ont été faites, qu'on va détailler plus tard, qui ont prouvé que le PRP était supérieur en termes d'efficacité par rapport à la viscosupplémentation. Et puis, le prix, depuis le déremboursement, le PRP n'est pas
plus cher que la viscosupplémentation, au contraire, et c'est plus efficace. Donc au niveau des chondropathies, on en reparlera, plus l'arthrose a évolué, plus il faut d'injections, et après sur certaines arthroses stade 4, les résultats sont moins bons que sur un stade 1 ou 2, mais par rapport à la viscosupplémentation, c'est toujours supérieur. Il n'y a pas d'articulations qui sont... On peut le faire sur tout type d'articulation. Bien sûr que sur les petites articulations, on injectera un peu moins de plasma, parce qu'on ne va pas injecter 5 ml dans une articulation d'une main ou dans un pied. Mais toutes les articulations, on peut injecter du PRP. Il n'y a pas de contre-indication particulière par rapport à ça. Donc les résultats, c'est ce que j'ai un peu dit. Donc on a fait un peu revue de littérature il y a plein d'études qui ont été faites. Donc il y a une meilleure efficacité que l'acide hyaluronique. Il y a une amélioration transitoire des symptômes. L'efficacité est meilleure si la chondropathie peut évoluer. Et là où ça marche le mieux, c'est sur la gonarthrose. C'est là aussi vous aurez le plus de patients, parce que des patients qui ont de la gonarthrose, on en a énormément. Mais sur la coxarthrose, l'arthrose talocrurale et l'homarthrose, ça se fait aussi, on a des très bons résultats. Alors après, depuis 2013, il y a plus de 83 études qui ont été faites sur le PRP et la gonarthrose. Bon, au niveau de l'injection, comme je vous ai dit, si vous avez un appareil d'écho, c'est mieux pour vérifier s'il y a du liquide. S'il y a du liquide, il faut retirer le liquide. Donc on fait d'abord une ponction avant d'infiltrer le PRP. Si vous n'avez pas d'écho, on fait une injection intra-articulaire de PRP. Bien sûr, il faut que ça soit stérile, le lavage en 4 temps, les gants, bon, comme toute infiltration, comme toute injection particulière. Et puis après, les mesures sanitaires post-injection. Donc, la plupart des études ont montré qu'il y avait une amélioration clinique supérieure à l'acide hyaluronique, avec une diminution de la douleur, une amélioration de la fonction articulaire, une amélioration de la qualité de vie, et l'amélioration le PRP, il y avait une amélioration dès 3 mois. Alors, comme Samy vous a dit, le PRP, ça marche bien, mais c'est long à agir. Donc, il faut bien prévenir les patients qu'il n'y aura pas d'amélioration à 1 semaine, il n'y aura pas d'amélioration à 2 semaines. Ça peut être vraiment 2 ou 3 mois, et souvent l'amélioration est assez rapide. Il y a des patients qu'on voit à 2 mois qui nous disent qu'ils ont toujours mal, et des fois 2 mois et demi, ils n'ont plus mal. Il faut vraiment les avertir sur ça, qu'ils ne s'inquiètent pas s'il n'y a pas un effet tout de suite. C'est le PRP, c'est le mode d'efficacité du PRP et le mode de fonctionnement du PRP. En ce qui concerne la coxarthrose, donc, comme il vous l'a dit, effectivement, en termes de statistiques, il y a beaucoup plus de genoux et beaucoup plus d'études sur le genou, mais on a retrouvé une étude, celle-ci notamment, de 2016. C'était une étude randomisée de bon niveau, de niveau 1, qui comparait donc le PRP à l'acide hyaluronique. Et on a vu sur cette étude que le score fonctionnel, c'était le WOMAC notamment, était meilleur à 2 et à 6 mois dans le groupe PRP par rapport à l'acide hyaluronique. Après, ça reste moins étudié, mais en pratique, en tout cas moi ce que je vois avec les patients que je traite, on a relativement de bons résultats avec les injections de PRP au niveau de la hanche. Et même en cas d'échec de visco, vu que ça n'agit pas du tout de la même façon. Donc c'est vrai que sur les études, des fois, on peut lire que certaines articulations sont moins sensibles au PRP. En pratique, ce n'est pas vraiment ce que je ressens. Je pense qu'il y a plus le stade d'usure qui doit jouer, l'exigence et la sollicitation de l'articulation, bien sûr, et la localisation, hormis certaines articulations, notamment les petites, comme vous disiez Douglas, je pense que c'est finalement un peu secondaire. Donc là, c'est ce qui concerne la talocrurale. Donc ça se fait aussi régulièrement en pratique courante au cabinet. Donc là, sur la diapo, je vous ai mis un petit peu le site d'injection que l'on fait sous écho, mais c'est pour vous rendre compte un petit peu. C'est au niveau de l'interligne articulaire, bien sûr, plutôt en antéro-interne. Donc là, sur la diapo, on vous a montré 2 études. La première, c'est une étude randomisée en double aveugle qui portait sur 30 patients, avec à la fois une évaluation d'un score fonctionnel, le AHFS, et la douleur sur le VA classiquement. Et encore une fois, le groupe PRP montrait de meilleurs résultats et un meilleur score. La deuxième, c'est une étude prospective qui se faisait en post-chirurgical. La chirurgie consistait en un débridement articulaire sous arthroscopie, puis une injection, soit acide hyaluronique, soit PRP. Et encore une fois, ce score fonctionnel et le VA étaient meilleurs à ce niveau-là sur un suivi
sur 1 an. Donc là, ce sont les coupes échographiques pour vous montrer un petit peu comment ça se fait en pratique. Donc c'est une injection de PRP en intra-articulaire, donc au niveau de la talocrurale. Sur la diapositive de gauche, sur la photo de gauche, vous voyez en trait blanc l'os, donc ici le dôme talien avec le cartilage en noir dessus. Donc encore une fois, l'écho, ce n'est pas pour évaluer l'usure, hein, c'est juste pour se repérer, c'est au niveau interventionnel. En haut, vous voyez le pilon tibial, l'espace intra-articulaire ici, le triangle gris. Ici, en surbrillance, on voit la pointe de l'aiguille. C'est l'intérêt de l'écho, hein, c'est qu'on le fait en direct. Et donc, on voit vraiment ce que l'on fait. Du coup, ça permet d'être sûr de son geste. Donc, on est plus efficace et moins dangereux, moins douloureux. Donc, ici, on voit donc la pointe de l'aiguille. Puis, on injecte et on voit encore une fois en direct la diffusion de notre injection, du PRP en intra-articulaire. On voit après le gonflement de la capsule articulaire. Et le patient vous dit que voilà, il sent une pression dans son articulation, mais on a vraiment la vue en direct. Donc on est sûr de ce que l'on fait, on est sûr de ne pas être agressif. Donc là, on va parler du PRP de l'omarthrose. Donc sur l'omarthrose, il y a très peu d'études, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Il y a juste un cas qui a été présenté à la SOFCOT en 2019. Et donc le chirurgien qui a présenté ça, c'était sur 24 patients. Il y avait une amélioration clinique sans aggravation de l'arthrose. Ce qu'il a ressorti, c'est que c'était plus valable pour des patients jeunes sans déformation majeure, qu'il y avait une amélioration quand on faisait des injections répétées, donc une injection par semaine pendant 3 semaines, et ça permettait de gagner 3 ans sur la prothèse. Donc ça, c'est la seule étude qui a été faite, qui a été présentée. Bon, ça demande à développer parce que des patients qui ont de l'omarthrose, il y en a toujours, et c'est toujours mieux de les traiter par injection plutôt qu'une prothèse. Après, à voir. Donc, prochainement, je pense qu'il va y avoir d'autres études dans des centres qui vont être faites. Le PRP, on peut le faire aussi sur d'autres articulations des membres supérieurs, notamment sur le pouce, sur la rhizarthrose, ça marche très bien. Il y a une efficacité qui est supérieure à l'acide hyaluronique, donc sur la diminution des douleurs et sur la récupération de la fonction articulaire. Bien sûr qu'en quantité, on ne va pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne va pas injecter 5 ml dans un pouce. C'est en fonction de l'âge, de la corpulence. En général, on va injecter 1-2 ml pour le patient. On a déjà des bons résultats avec ça. Et les résultats sont bien sûr meilleurs quand l'arthrose est peu évoluée et que le sujet est jeune. Donc en pratique, pour l'arthrose et la chondropathie, donc en intra-articulaire, on peut injecter toutes les articulations. C'est fortement conseillé de faire la plupart des infiltrations sous échographie. Le seul qu'on peut, comme je vous ai dit, éventuellement ne pas faire sous échographie, c'est le genou. Mais la hanche, la talocrurale, le pied, il faut injecter sous échographie. Sur le membre supérieur, bon, donc la gléno-humérale, l'omarthrose, je vous en ai parlé. L'arthropathie acromioclaviculaire, on le fait aussi. Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais moi, j'en fais de temps en temps. Je peux te les laisser ? Donc, sur l'arthropathie acromioclaviculaire, ça se fait, il y a des très bons résultats. Alors, injecter en petite quantité, parce que c'est une petite articulation. Sur le coude, j'en ai déjà fait. L'arthrose du coude, c'est quand même rare. Donc, on en fait peu. Et après, au niveau du poignet, sur tout ce qui est arthrose radio-ulnaire, radiocarpienne, après les traumatismes et des lésions scapholinaires, des choses comme ça, on en voit. Donc, ça se fait, il n'y a aucune contre-indication. La seule chose, c'est que c'est toujours la même chose. Les contre-indications habituelles avec les anti-inflammatoires, avant, après, le repos relatif, mais il n'y a pas de contre-indication au PRP. Bien sûr qu'on n'en a pas parlé, on va peut-être en reparler tout à l'heure, tout ce qui est problème de plaquettes, tout ce qui est problème d'allergie, choses comme ça, il faut bien poser les indications avant, mais on peut injecter toutes les articulations sans risque. Donc plus l'articulation est petite, plus l'effet est limité. Et plus le geste est difficile. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'aller injecter dans un poignet, dans une main, dans un doigt, plutôt qu'injecter dans un genou ou dans une hanche. Donc là, on va vous parler du protocole que l'on réalise. Donc, en pratique, on réalise 1 à 3 injections de PRP. On en reparlera un petit peu plus tard. Comme il vous l'a dit, on ne réalise pas d'anesthésie locale puisque les anesthésiques diminuent l'efficacité du PRP
Ça, maintenant, c'est bien reconnu. De la même façon, les anti-inflammatoires bloquent l'activation des plaquettes et donc diminuent l'efficacité du PRP. Donc, c'est important de le dire à vos patients arthrosiques qui prennent souvent des anti-inflammatoires. Donc, moi, je leur conseille d'arrêter au moins 15 jours avant, comme ça, on est tranquille, même si certains préconisent quelques jours, mais on est sûr que voilà, 15 jours avant, on n'aura pas d'interaction. Et après le geste, pareil, au moins 15 jours, voire 3 semaines, pour éviter d'avoir une diminution de l'effet du PRP. Tout ce qui est antalgique, Doliprane ou les classes 2, classe 3, lamaline, codéine, peu importe, pour les soulager en attendant que le PRP fasse son effet, n'est pas contre-indiqué, ni la glace, j'y reviens plus tard. Donc après le PRP, on a un repos relatif, c'est-à-dire que moi, je conseille à mes patients de ne pas faire de gros efforts, de ne pas aller marcher toute la journée, de ne pas faire un déménagement, des choses assez évidentes, mais ils peuvent marcher immédiatement, conduire. S'ils ont un travail sédentaire, ça ne pose aucun problème. On n'a pas forcément de repos strict, comme on l'entendait à un certain moment sur les infiltrations, d'être alité ou autre, ça ne sert à rien. Le repos, je considère que c'est important surtout pour éviter qu'on ait une nid d'arthrose qui irait un petit peu dégrader le PRP et du coup altérer l'efficacité de celui-ci. Le repos sportif, moi je conseille une semaine. Après, bien sûr qu'au bout d'une semaine, il ne faut pas reprendre du sport pivot, contact en compétition. Moi je conseille plutôt des sports doux la première semaine, puis ça se fait progressivement, j'en parle un petit peu plus tard. La glace, comme je vous l'ai dit, par son effet anti-inflammatoire, va soulager, mais n'est pas contre-indiqué puisque ça ne bloque pas la cascade biologique du PRP. Donc, c'est plutôt même recommandé pour soulager. L'injection, elle est pas très douloureuse en intra-articulaire, mais ça reste une piqûre, donc c'est un peu désagréable. Selon les patients, ça peut gêner un petit peu et en tendineux beaucoup plus. Donc là, c'est systématique. Le paracétamol ou autre, on en a parlé, c'est en fonction de la douleur. La rééducation, pour ce qui est articulaire, je ne l'impose pas. Quand je la prescris, c'est au bout de 15 jours pour laisser le PRP se mettre en place. Au niveau tendineux, là, elle est indispensable pour stimuler la cicatrisation et optimiser le résultat du PRP, bien sûr. On peut discuter d'une deuxième, voire d'une troisième injection de PRP. Et ce choix dépend de l'efficacité de la première injection. Forcément, si la première est très efficace, quand je revois mon patient entre 2 et 3 mois, je juge que ce n'est pas obligatoire d'en faire une deuxième si les exigences sont modérées. Il y a l'état d'usure articulaire qu'il faut prendre en compte aussi. Comme Douglas vous l'a dit, plus l'articulation va être abîmée, forcément, plus il y a un intérêt de faire des injections répétées puisqu'on va faire une régénération partielle du cartilage. Donc on aura d'une part un meilleur résultat fonctionnel sur la douleur et d'autre part une prévention un petit peu sur l'usure et limiter un petit peu l'usure, même si on ne va pas éviter forcément une prothèse si on est au stade pré-prothétique, mais en tout cas on peut la retarder. Et enfin, l'exigence du patient ou du sportif jouera sur notre choix. Si c'est un sportif de haut niveau ou professionnel, forcément, il faudra avoir un résultat très bon, donc on sera plus amené à faire des injections répétées. Les délais de reprise sportive, je vous en ai un petit peu parlé, comme je vous disais, une semaine sans sport, puis la première semaine des sports doux, portés, vélo, natation, pour refaire du travail articulaire sans trop de contraintes. Au bout d'un mois, voire un mois et demi, 6 semaines, on conseille une reprise du footing, un renforcement musculaire. Et enfin, 6 à 8 semaines, une fois que le PRP a bien agi, on peut reprendre tous les sports de façon progressive. Ce sont des délais indicatifs pour des patients lambda, des sportifs plutôt amateurs. C'est sûr que pour les sportifs professionnels, ils sont toujours pressés, que ce soit le staff, l'entraîneur, le président et encore plus le joueur. Donc on ne les arrête pas forcément 2 mois pour un rugbyman professionnel par exemple. On adapte les délais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'ils reprennent le sport en compétition au bout d'une semaine, sinon forcément on n'aura pas un bon résultat. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Et on vous a mis l'adresse mail du cabinet. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, on est à votre disposition pour y répondre. Merci. Merci. Merci messieurs pour cette belle présentation. Je vais donner la parole à Mayline qui va vous poser les questions qui ont été posées par l'audience. Bonjour à tous. Alors, nous avons une première question au niveau de l'organisation au sein de votre cabinet. Donc, nous avons vu
que le PRP était réalisé en 4 étapes. Quelle est votre organisation pour réaliser les injections? Donc, comme Douglas vous l'a dit, la première étape, c'est le prélèvement sanguin qui nous permet d'obtenir le PRP dans un deuxième temps. Ce prélèvement sanguin, c'est une prise de sang classique que l'on fait quand on va à son laboratoire. Donc, ça peut se faire directement au cabinet par le médecin. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Ça peut se faire par une assistante, une infirmière, notamment les chirurgiens orthopédistes. Ils sont souvent bien entourés, encadrés et ils ont toujours une aide technique, donc ça peut leur simplifier la vie s'ils ne veulent pas faire de prise de sang ou s'ils ne savent plus les faire, puisqu'on n'en fait plus forcément après. Donc il y a cette première étape. Ce qui est important, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a un délai. C'est-à-dire que quand on fait la prise de sang, il ne faut pas après que la prise de sang traîne une demi-heure sur une paillasse au laboratoire, que le patient il traverse une clinique avant de venir, puisqu'après le sang va coaguler, donc on aura une mauvaise qualité du PRP et donc un mauvais résultat. Donc ça c'est important. Ce qui est important aussi en termes de délai, c'est une fois qu'on a centrifugé le prélèvement, le sang total, donc il faut immédiatement recueillir le plasma avec la double seringue. Si on attend trop, vu que ça a été séparé par centrifugation et donc en fonction du poids moléculaire, ben forcément avec la gravité, tout va se remélanger, on ne sera pas bon. Donc là aussi, on aura une mauvaise qualité, un mauvais résultat. Et après, en ce qui concerne la suite de l'organisation, comme Douglas vous l'a dit, c'est comme pour toute injection, on respecte les règles classiques, on désinfecte la peau au niveau du site d'injection avec les différents temps. Puis après, on fait l'injection. En intra-articulaire, notamment au niveau du genou, ça peut se faire sans échographie quand on a l'habitude. C'est assez simple, sauf pour éventuellement les patients très corpulents ou certains sportifs avec de très grosses cuisses. Pour les autres articulations, l'échographie est fortement recommandée pour être plus efficace, puisqu'on est sûr d'être en intra-articulaire, moins douloureux, puisqu'on ne va pas aller piquer dans différentes structures type nerfs, vaisseaux. Et après, en ce qui concerne le genou, notamment, quand on a une hydarthrose, comme il vous l'a dit, effectivement, il vaut mieux faire une ponction. Comme ça, au moins, on aura une meilleure efficacité. Et en plus, vu qu'on va injecter du liquide dans une articulation déjà gonflée, ce serait plus désagréable pour le patient. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on ponctionne, on laisse l'aiguille en place, on connecte notre seringue, on injecte et on pique une seule fois. Donc, ce n'est pas plus agressif pour le patient. Il est soulagé immédiatement par l'effet mécanique, la ponction, et puis par l'injection de PRP. Alors moi, je suis un peu plus fainéant que Samy, donc moi, c'est les infirmières qui me font la prise de sang. Donc je gagne un peu de temps, elles sont juste à côté du cabinet. Donc les infirmières font la prise de sang. Une fois que la prise de sang est faite, je fais rentrer mon patient, puis on le prépare. Donc on fait toute la désinfection, et le temps que ça tourne 5 minutes, ça nous laisse le temps de préparer le patient, de préparer l'échographie, et après on fait nos gestes. Donc en termes de durée, on n'en a pas parlé. Tout dépend l'articulation que vous faites. Sur un genou, c'est très rapide. Un genou, en 15 minutes, c'est fait. Après, bon, ça dépend de l'habitude que vous avez d'infiltrer. Sur certaines articulations, c'est un peu plus compliqué. Mais même faire une infiltration de hanche sous écho, ça prend pas beaucoup plus de temps, hein. Donc, en gros, nous, on bloque une demi-heure, mais selon l'habitude, et en 15-20 minutes, c'est fait. Donc après, soit vous faites la prise de sang, soit vous avez des infirmiers qui vous la font. Moi, c'est ce que je fais, ça me permet de gagner du temps, de ne pas stresser pour faire la prise de sang, de ne pas rater le prélèvement, parce que quand on rate le prélèvement, bah, le kit, on peut le jeter. Donc c'est pas négligeable. Donc moi, c'est une question de confort, et au moins, je ne suis pas stressé, et ça se fait tranquillement, et on a le temps de préparer le patient et de discuter avec lui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Donc, comment est-ce que vous nettoyez les nacelles? Bonne question. Donc, pour ce qui est du nettoyage, en général, déjà, les nacelles, vu que le système est clos, en général, elles ne sont pas souillées, puisque quand notre système est clos, si on a fait la prise de sang proprement, tout ça, le tube est propre. Donc, en général, le matériel n'est pas souillé, que ce soit la nacelle, la centrifugeuse. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, on va injecter, et là, le sujet, c'est en intra-articulaire, donc il faut être vraiment
vigilant parce que le seul risque de l'injection intra-articulaire de PRP, puisqu'on dit depuis tout à l'heure que ce n'est pas risqué, il n'y a pas de contre-indication ou peu, il n'y a pas de risque, tout ça. Le seul risque, c'est comme tout geste, c'est une infection. Et en intra-articulaire, ça peut être dramatique ou compliqué à gérer en tout cas. Donc effectivement, il faut être très strict. Donc les nacelles, moi en général, je désinfecte avec la biseptine que j'utilise classiquement pour nettoyer aussi ma sonde d'échographie par exemple, pour le gel, tout ça, pour vraiment être archi prudent et en faire toujours plus que ce qu'il en faut, puisque encore une fois, même si c'est très rare, donc comme je disais, j'en ai fait quelques d'injections générales, sans parler du PRP, je pense quelques milliers. Jusqu'à présent, ça se passe bien, j'ai pas eu d'infection, mais on n'est pas à l'abri, donc il faut être voilà, vraiment carré pour pas qu'on puisse toucher quoi que ce soit et pour. Merci beaucoup. D'autres questions, donc notamment, est-ce que vous réalisez une injection préventive systématiquement tous les ans ou 6 mois, ou seulement lorsque vous avez des épisodes douloureux? Et également, est-ce que vous réalisez une seule injection par articulation ou une deuxième à 3 mois, car les études préconisent plutôt des injections à 1 semaine d'intervalle. Donc, quel est votre protocole? Alors en préventif, on conseille aux patients de faire l'injection au moins une fois par an, même s'ils ne sont pas douloureux, parce que ça protège le cartilage. Donc ça, on leur conseille au moins une fois par an. Après, actuellement, notamment sur la gonarthrose, le nombre d'injections par an, c'est entre 1 et 3 par an. Donc en fonction de l'évolution de l'arthrose, de l'âge du patient, du niveau sportif, on peut répéter les injections. Il n'y a pas de problème. Après, il y a une question aussi de voir avec le patient le prix, parce que le PRP, c'est un coût. Donc malheureusement, tous les patients ne peuvent pas payer un PRP. Mais c'est vrai qu'on sait que plus les injections sont répétées, meilleurs les résultats seront. Donc après, c'est une discussion avec le patient. En fonction du niveau sportif, comme il y a un repos sportif quand même un peu nécessaire, si le patient est à haut niveau, on peut difficilement faire un PRP en pleine saison. On le fait plutôt à l'intersaison ou à la période de Noël où il y a des périodes un peu plus de repos un peu plus conséquentes. Mais le PRP en préventif, oui, tous les ans, ça se fait. Je sais que j'ai un copain espagnol kiné qui me disait, et je lui ai fait déjà 2 PRP, qu'en Espagne, ils font des PRP plus ou moins tous les ans chez des gens qui sont presque asymptomatiques à 35 ans parce que ça leur permet de protéger le cartilage du genou notamment et d'éviter de se retrouver avec des chondropathies stade 3-4 à 45 ans avec des résultats qui seront moins bons. Voilà. Après, je sais pas, Samy, si... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la même vision que je partage. Il y a deux catégories, on va dire. Tout ce qui est exigence, usure, on en a parlé, amélioration suite à la première injection, ça c'est tout ce qui est clinique, scientifique. Et après, il y a l'aspect pratique et le côté économique, puisque comme ce n'est pas remboursé, effectivement, on a des patients malheureusement qui ne peuvent pas faire une injection de PRP tous les 6 mois ou tous les ans. Donc eux, ils seront plus dans le symptomatique. Ils vont faire leur injection, ils vont très bien 1 an, 2 ans, 3 ans. Encore une fois, ça va dépendre de leur exigence. Et en fait, le jour où les douleurs commencent à revenir, ils vont revenir nous voir et on leur refera. Et j'ai des patients à qui j'ai fait le PRP il y a 2 ans et demi, 3 ans, que je revois pour d'autres problèmes de trauma et tout ça, et qui se plaignent plus de l'articulation que j'ai traitée, donc je ne les ai pas retraités parce qu'il n'y avait pas de demande. C'est vrai que tout ce qui est sportif jeune, sportif de haut niveau, ils ont des exigences beaucoup plus importantes, et je pense que d'agir en prévention et de le faire régulièrement, c'est important. Et c'est vrai que ma conduite change un petit peu en fonction de ça, puisque maintenant je commence à avoir un peu de recul, je vois que ça marche bien de façon générale et très bien dans certains cas et la plupart du temps. Et donc en fait, c'est vrai que maintenant je suis un petit peu plus injection répétée qu'au début où forcément quand on se met à une technique, on attend un peu de voir, même nous on est sceptique puisqu'on sait que le cartilage c'est pas facile à traiter, hein, donc sur des patients très douloureux avec des usures importantes, on est un peu sceptique et des fois on a des résultats assez spectaculaires. Et c'est vrai que maintenant je suis plus injection répétée et notamment chez les jeunes sportifs de bon niveau, je leur fais souvent en 3 fois, peut-être
sur 6 mois, on va dire, tous les 2 mois, et après, éventuellement, 1 fois par an. Mais le fait d'en faire répéter et de façon rapprochée, on va, je pense, booster la cicatrisation, la régénération du moins cartilagineuse, et je pense qu'on sera plus efficace durablement aussi. D'accord, merci beaucoup. Nous avons également encore une autre question. Donc, avez-vous une expérience dans les injections périméniscales du genou? Et si oui, donc, quels sont les résultats au niveau des lésions méniscales non chirurgicales? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le ménisque, mais en Allemagne, ça se fait pas mal et il y a des résultats qui sont bons. Alors, la problématique, c'est toujours le coût, c'est-à-dire qu'en France, faire des injections qui ne sont pas remboursées, il faut bien discuter avec le patient, bien lui expliquer. Mais moi, personnellement, j'en fais de plus en plus sur des méniscopathies dégénératives ou pas, sur des ménisques qui ne sont pas instables, et on a des très bons résultats sur le long terme. Par contre, c'est une injection qu'il faut faire sous échographie, en intraméniscal. Il y avait une étude qui a été faite par M. Bouvard sur l'injection de corticoïdes en intraméniscal qui montrait qu'il y avait des bons résultats. Donc, corticoïdes, on sait que c'est un anti-inflammatoire, mais que ça n'agit pas sur le long terme. Donc, avec du PRP sur le long terme, on commence à avoir de bons résultats. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'études, donc c'est toujours la problématique. Donc, mais on en fait de plus en plus parce que les ménisques, il faut y toucher le moins possible au niveau chirurgical. Donc, c'est vrai que ça va se développer et qu'en Allemagne, les études qui nous avaient présentées à l'époque, il y a 3 ans, montraient des bons résultats. Donc, c'est comme tout. Il faut faire des études, il faut qu'on développe ça. Et donc, mais on a quand même des très bons résultats sur les méniscopathies stables du patient jeune ou du patient moins jeune. Alors après, le nombre d'injections, c'est variable, c'est toujours pareil, hein, c'est en fonction de l'amélioration des symptômes, du métier. Donc après, c'est à discuter avec le patient, mais moi personnellement, j'en fais de plus en plus et on commence à avoir des résultats bons et les patients sont assez satisfaits. Donc, je partage tout à fait ce que vous dit Douglas. Donc c'est vrai que là, dans le topo, on s'est limité volontairement aux lésions du cartilage, chondropathie, arthrose, puisque c'est vraiment l'indication reconnue, bien étudiée. Donc tout le monde est d'accord maintenant, même si ça fait 4-5 ans, je crois, en France, qu'on fait régulièrement du PRP au niveau cartilage. Avant, on se contentait des tendons, puisqu'on ne savait pas que ça marchait aussi bien. Je fais de plus en plus, encore une fois, parce que je commence à avoir un peu d'expérience, des indications autres, que ce soit intra-articulaire ou extra-articulaire. Extra-articulaire, juste un mot, hormis les tendons qu'on connaît bien. J'ai fait dernièrement un ligament latéral interne parce que ce sont des ligaments qui font mal très longtemps, qui cicatrisent souvent mal avec des petites laxités, tout ça. Et un monsieur que j'ai traité dernièrement qui avait une arthrose mais qui avait fait aussi une entorse du ligament latéral interne, et je lui ai fait une injection sous écho à la fois au niveau du ligament latéral interne, puis en intra-articulaire pour traiter l'arthrose. Et je suis persuadé que, forcément on le sait, le PRP a un pouvoir de cicatrisation, on l'a dit, donc je suis persuadé que tous ces ligaments, les ménisques, les labromes, ont un pouvoir de cicatrisation selon les cas, si ce n'est pas trop abîmé, chez un patient plutôt jeune. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi aussi, je fais de plus en plus de ménisques. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais effectivement l'infiltration, l'injection du moins du PRP dans le mur méniscal, comme vous le dit Douglas, sous l'échographie, puisque au niveau des corticoïdes, ça va montrer une efficacité supérieure que l'intra-articulaire simple. Donc c'est pour ça que je fais du mur méniscal. Et maintenant, souvent, je fais une injection de PRP dans le mur méniscal, plus en intra-articulaire. Au niveau du ménisque, on ne peut pas injecter des quantités énormes, de toute façon. Donc comme on a souvent 5-6 ml de PRP, je fais 1, 2, 3 au niveau du mur méniscal, plus le reste en intra-articulaire, pour vraiment optimiser l'efficacité du PRP. J'en ai fait pas mal, quelques-uns en tout cas, je pense une petite dizaine ces derniers mois. Malheureusement, avec le confinement, j'en ai perdu de vue, parce que je leur ai fait une imagerie de contrôle, souvent une IRM, pour éviter de réinjecter quelque chose derrière. Et je n'ai pas eu encore le retour de ces patients-là, mais je suis impatient parce que je suis persuadé qu'effectivement, on devrait avoir de bons résultats. Au niveau labrum aussi, dernièrement, un chirurgien du groupe, là, puisqu'on travaille dans un pôle de consultation avec des chirurgiens, a vu un rugbyman professionnel avec une petite lésion du labrum,
il a dit aux joueurs et au staff que ce n'était pas chirurgical, qu'avec son matériel, il allait plus s'abîmer qu'autre chose. Et donc, on va lui programmer un PRP. Donc, ça se fait sous échographie au cabinet. Et pour stimuler cette cicatrisation du labrum, puisque c'est un sportif qui est jeune, et pour éviter d'être agressif par une intervention, on va agir sur la stabilité et on va créer forcément de l'arthrose à terme si on est agressif. Et après, j'en profite pour rebondir sur quelque chose que l'on n'a pas évoqué. C'est vrai que avec Douglas, on fait beaucoup d'injections sous échographie, beaucoup de localisations, des fois qui paraissent un peu exotiques, des pubalgies, peu importe. Là, dans le cadre intra-articulaire, on parle pas mal de la hanche. Et en fait, souvent, certains médecins ont peur, n'ont pas l'habitude de faire pour la hanche au cabinet. Donc, du coup, il envoie au radiologue. Et le radiologue le fait souvent sous scopie ou souvent même sous scanner. Et j'ai vu un cas il n'y a pas très longtemps, ils injectent en fait les produits classiques de l'arthroscanner, un produit de contraste iodé et de la xylocaïne. La xylocaïne, c'est un anesthésique local. Et je suis persuadé que ça joue sur la qualité du PRP. Je suis persuadé que ça limite l'effet du PRP. C'est pour ça que je ne les confie jamais au radiologue, puisque je peux le faire sous échographie au cabinet. On n'injecte rien, donc on ne va pas gêner l'efficacité du PRP. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais savoir, nous voulions savoir pour la dernière question, donc pour conclure, si les antécédents, donc si le cancer, si vous avez un patient qui est atteint de cancer, si ça peut être une contre-indication pour une injection de PRP, et également au niveau de l'organisation, donc quel était le coût du PRP et s'il y avait une prise en charge de par les mutuelles. Alors, pour le cancer, bien sûr que c'est les problèmes hématologiques en phase aiguë où c'est contre-indiqué. Alors, moi, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu hier, puisque j'ai eu mon tonton qui avait un problème, qui avait une leucémie lymphoïde chronique. Et donc j'ai demandé à son hématologue, il n'a pas de traitement, et donc on peut faire une injection. Donc, voilà. Donc, j'ai pu lui faire une injection de PRP. Malgré son problème hématologique. Après, bien sûr, qu'en cas de leucémie aiguë, c'est contre-indiqué. De toute façon, si vous avez un doute, il faut se référer au cancérologue ou à l'hématologue pour leur demander. Moi, l'hématologue m'a répondu sans problème, donc il ne faut pas hésiter si on a un doute. Voilà. Après, les questions, il y avait quoi d'autre? Quelle était ton expérience, toi? Oui, c'est vrai que, comme le dit Douglas, je pense que c'est des principes de précaution. Parce que, pour moi, bon, après, la question qui se pose, c'est forcément par rapport aux facteurs de croissance. On pourrait se dire, facteur de croissance, ça va stimuler cancer, donc il ne faudrait pas stimuler la prolifération du cancer. Après, c'est vrai qu'il faut, je pense, appliquer le principe de précaution. Hein. On ne peut pas prendre de risques sur des maladies aussi graves. Et pour un problème de douleur articulaire qui peut être important, mais qui n'est pas vital, entre guillemets. Donc il faut être précautionneux et je pense qu'effectivement, il faut se référer aux spécialistes. Après, il faut bien différencier tout ce qui est aigu, traité, ou tout ce qui est dans les antécédents, stabilisé, en rémission, où là, je pense qu'on peut se permettre de le traiter. Mais après, effectivement, vu qu'on agit, notamment pour l'articulaire, en intra-articulaire, je pense que l'effet, il est surtout intra-articulaire. Et je pense que c'est un peu comme les corticoïdes. Au début, les corticoïdes, c'était considéré en intra-articulaire comme dopant, alors qu'on sait que l'effet, il est essentiellement intra-articulaire. L'effet systémique est peu important. Donc, je pense qu'en se projetant sur le PRP, on prendrait peu de risques. Mais encore une fois, il faut être prudent parce que, voilà, pour une question d'articulation, de douleur, on ne peut pas prendre le moindre risque par rapport à un cancer. Et puis bien sûr, comme les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, dans les 3 semaines après, il faut être clair, net et précis avec le patient, voir s'il y a des choses qui sont prévues ou pas derrière. Parce que si on fait une injection de PRP et qu'il prend des anti-inflammatoires, l'efficacité sera moins bonne, donc on n'aura pas des résultats satisfaisants. Donc, sur une pathologie hématologique aiguë, non, c'est contre-indiqué formellement. Sur quelque chose de chronique en rémission, oui, on peut le faire, mais bien sûr avec l'avis du spécialiste. Après, les autres contre-indications ou relatives
Il y a tout ce qui est, bien sûr, lésions cutanées au niveau du site d'injection, tout ce qui est traitement anticoagulant selon la localisation et encore que, honnêtement, ça se passe souvent bien, notamment sous écho, puisqu'on maîtrise un petit peu plus ce que l'on fait. Et tout ce qui est genou, pour moi, les anticoagulants, c'est pas nécessaire de les arrêter. Euh, les antiagrégants encore moins. J'ai traité une patiente au niveau de la hanche sous antiagrégants et je crois que c'était son spécialiste qu'elle avait vu, je sais plus, c'est peut-être un rhumatologue qui ne voulait pas, qui lui disait qu'il préférait qu'elle arrête ce traitement. Elle en avait parlé à son cardiologue ou neurologue, je ne sais plus l'indication, et c'était hors de question d'arrêter. Et c'est pour ça qu'il faut encore une fois bien mesurer le bénéfice et le risque. Il ne faut pas prendre de risque sur une pathologie hémato, cardio, neuro pour un problème articulaire ou un éventuel hématome. Si c'est un hématome, ça peut se contrôler, se surveiller. Il ne faut pas prendre le risque d'arrêter un traitement vital, que ce soit au niveau cardio ou neuro. Après, voilà, il y a peu de contre-indications finalement, puisque c'est assez rare, les thrombopénies importantes aussi. Et après, Si les gens sont malades, sont sous antibio, on leur conseille de reporter un petit peu, même si oui, c'est pas bien une sûr. contre-indication. On évite de faire une prise de sang, comme on fait une prise de sang et que c'est une prise de sang, si les gens sont sous antibiotiques, pour quelle que soit la raison, on reporte de 15 jours, c'est pas une urgence en soi, donc ça, voilà, c'est une contre-indication relative. Oui, après, effectivement, toute injection dans un contexte fébrile ou aigu, on n'aime pas trop, on ne sait jamais, pour ne pas disséminer de germes par précaution. Mais c'est vrai que finalement, il y a peu de contre-indications et les effets secondaires, on n'en a pas parlé, c'est très très rare. Souvent, c'est mieux toléré que la visco parce qu'il n'y a pas le côté visqueux de l'injection. Donc souvent, c'est une gêne, mais peu de grosses douleurs, peu de réactions inflammatoires comme on voit quelquefois sur la visco. Il y a quelques malaises vagos, mais honnêtement, c'est surtout sur les tendons, parce que ça fait très mal les tendons, contrairement aux articulaires, aux intra-articulaires. Et comme on ne peut pas faire d'anesthésie locale, forcément, ça fait mal. Honnêtement, sur des centaines d'injections, j'ai eu quelques malaises vagos, peut-être moins de 10. Voilà, il faut rassurer le patient, on est là, on l'allonge et ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu, en tout cas, de complications graves décrites et j'en ai jamais eu. Donc, c'est quelque chose d'assez, d'assez sûr, on va dire. Après, oui, il y avait le coût. Exactement. Et est-ce que cette thérapie est prise en charge par Ouais. certaines mutuelles? Donc le coût, c'est une procédure qui est chère de par le matériel utilisé, de par le temps, de par la formation, le côté hyper spécialisé. Forcément, on est peu à en faire, on se forme. Donc il y a tout ça, il y a l'investissement sur le matériel, l'échographie. Donc c'est vrai que c'est répercuté sur le patient. L'autre paramètre, c'est un critère local, c'est-à-dire qu'en général, il y a une fourchette de prix qui varie selon la localisation. Donc à Montpellier, c'est vrai que les PRP, ça se trouve aux alentours de 200 euros, on va dire. À Paris, ça peut être jusqu'à 500 euros, la Côte d'Azur aussi. En Suisse, on n'en parle pas, parce que forcément, vu que ce n'est pas remboursé, donc le prix est libre, et du coup, chaque médecin se réfère au niveau de ce qui se fait au niveau régional, on va dire. Et effectivement, la sécurité sociale ne rembourse rien. Les mutuelles, c'est rare, même s'il y a certaines mutuelles qui commencent à rembourser un peu une partie. Donc moi, je fais de façon systématique une facture qu'ils envoient à leur mutuelle, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Douglas. Ouais, les mutuelles, il y en a quelques-unes qui remboursent, alors lesquelles, impossible de vous dire parce qu'il y en a tellement, mais il y a certaines mutuelles qui font un forfait, soit annuel, soit qui prennent une partie. Donc de toute façon, ça ne coûte rien de leur faire une facture, il faut leur faire une facture. Et voilà, et après c'est pris en charge. Alors plus on va en faire, plus il y a potentiellement de chances qu'un jour ça soit pris en charge par les mutuelles, parce que si les patients vont bien, bah, ça ils coûteront moins cher aux mutuelles. Donc bien sûr que les mutuelles vont peut-être un jour s'intéresser à ça. Après, il faut qu'ils s'intéressent à ça et qu'ils sachent un peu ce que c'est. Mais après, c'est comme la viscosupplémentation. La viscosupplémentation n'est plus remboursée, donc le PRP n'est pas plus cher, c'est plus efficace. Donc maintenant, c'est vraiment l'indication première dans toute chondropathie, quelle que soit l'articulation. Très bien, bah, je vous remercie pour votre temps, pour votre topo de qualité, pour les réponses à toutes ces questions. J'en profite avant de conclure pour vous dire qu'on organise des formations à Lyon
En labo d'anatomie, vous pouvez apprendre à injecter sous échographie et on parle également de l'organisation du parcours patient au sein du cabinet. Et puis, hormis les webinaires, on organise également des soirées spéciales PRP un petit peu dans toute la France. Là, je vous ai mis les dates des prochaines soirées ACP, le 14 octobre à Tours, le 4 novembre à Biarritz. Merci à tous, merci pour votre participation, j'espère que ça vous a plu et puis restez en contact avec nous, n'hésitez pas, il y aura d'autres événements du même type. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.